Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins et je suis ravie de vous retrouver. Afin de prévenir toute censure, sachez que vous pouvez me retrouver sur Odyssée, Rumble et Parler. Vous pouvez également me laisser votre adresse mail via le lien que vous trouverez en bas de la description de cette vidéo. Je tiens par ailleurs à vous remercier sincèrement pour vos commentaires, notamment sur les dernières vidéos où vous avez apporté vos témoignages et vos compréhensions et je vous en remercie car c'était très riche et précieux. Je vous ai mis en lien ici une récente vidéo que j'ai faite sur la nouvelle administration Biden et l'héritage du président Trump et qui complète très bien cette première partie si vous ne l'avez pas vue. Bien, commençons à présent avec l'actualité. Depuis son entrée en fonction, Biden a signé un nombre record de décrets et d'actions. Au cours de ses 9 premiers jours de mandat, Biden a signé 28 décrets et 12 autres actions. Parmi les nombreuses mesures prises par M. Biden, on peut citer le renversement de certaines des politiques de son prédécesseur, comme l'arrêt du financement de la construction du mur frontalier de l'ancien président Trump et l'annulation du projet de pipeline Keystone XL, que Trump a relancé après sa suppression par l'ancien président Barack Obama. D'autres ordonnances portent sur les mesures liées à la pandémie, telles que l'obligation du port du masque sur tous les bâtiments fédéraux et à tous les employés, le rétablissement des restrictions de voyage pour les citoyens non américains voyageant depuis le Brésil, l'Afrique du Sud et une grande partie de l'Europe, et l'accélération de la coordination de la réponse à la pandémie à l'échelle du gouvernement, et enfin le retour de l'accord du climat de Paris. Les appels à l'inquiétude se multiplient. En octobre dernier, M. Biden avait déclaré que les présidents qui abusent des décrets sont les signes des dictateurs. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a pris note des remarques de M. Biden et il a déclaré pas plus tard qu'en octobre, l'actuel président Biden a déclaré qu'on ne peut pas légiférer par l'action de l'exécutif à moins d'être un dictateur. Eh bien, en une semaine, il a signé plus de 30 actions unilatérales. Le comité de rédaction du New York Times, qui a approuvé la candidature de M. Biden à la présidence et a salué sa victoire, a appelé M. Biden à alléger les actions de l'exécutif, arguant que, je cite, « ce n'est pas une façon de légiférer, Joe ». Fin de citation. Le Conseil a fait valoir que les décrets sont un substitut imparfait à la législation. Pourtant, Biden et ses assistants ont défendu cette tendance. Biden a qualifié ses dernières actions exécutives d'efforts pour réparer, je cite, les dommages causés par Trump plutôt que de lancer une nouvelle loi. Fin de citation. Par ailleurs, M. Biden annule les réductions de dépenses de Trump. M. Trump, je vous le rappelle, avait dévoilé son plan de réduction des dépenses moins d'une semaine avant de quitter son poste. Ces réductions devaient être retirées du projet de loi sur les dépenses baptisé Omnibus et des ensembles de mesures de lutte contre le virus. À l'époque, M. Trump s'était dit préoccupé par le gaspillage des dépenses du Congrès et des dépenses inutiles, comme par exemple l'envoi de centaines de millions de dollars à l'étranger pour l'aide étrangère. Les propositions de réduction de dépenses ont été faites en invoquant la loi budgétaire de 1974. En vertu de cette loi, si un président veut dépenser moins d'argent que ce que le Congrès a prévu pour un programme particulier, il peut demander au Congrès d'approuver l'annulation en envoyant un courrier au Congrès indiquant le montant qu'il propose d'annuler, les raisons de cette annulation et les effets économiques de l'annulation. Selon la lettre de M. Trump au Congrès, il a proposé de réduire les dépenses afin qu'une aide plus importante puisse être consacrée à la relance économique du virus. Les réductions affecteraient 11 départements du gouvernement fédéral ainsi que divers programmes fédéraux. Le projet de loi sur les dépenses du Congrès a fait l'objet d'un examen minutieux en décembre, les législateurs s'étant empressés d'adopter cette mesure. Mais M. Biden a informé la présidente de la Chambre Nancy Pelosi qu'il retirerait 73 propositions totalisant 27,4 milliards de dollars de réduction de dépenses. Joe Biden veut ce qu'il appelle un plan de sauvetage de l'économie de 1,900 milliards de dollars. Les républicains, quant à eux, proposent de le diviser par 3.
Lundi, Joe Biden s'est entretenu avec 10 sénateurs républicains lors d'une réunion de 2 heures. Bien qu'il y ait des points d'accord, le président a réitéré son point de vue selon lequel le Congrès doit répondre avec audace et urgence. Il a indiqué Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, dans un communiqué qui a été diffusé lundi soir. Certains élus républicains partisans de la contre-proposition, comme Susan Collins, ont reconnu avoir bon espoir qu'un accord soit trouvé entre les deux camps à l'issue de cette réunion qui fut, selon elle, un très bon échange de points de vue. Les républicains du Sénat ont fait une proposition de 618 millions de dollars pour contrer le plan d'aide à la pandémie de 1,9 milliard de dollars de Biden. Quelles sont les différences en dehors du montant ? Le plan de Biden comprend des chèques de 1 400 dollars pour les Américains qui gagnent 75 000 dollars ou moins. Il s'agit de compléter les chèques de 600 dollars envoyés en décembre pour atteindre les 2 000 dollars. Jusqu'à présent, ce plan suit la ligne tracée par l'ancien président Trump. Trump exigeait des chèques de relance de 2 000 dollars avant de quitter son poste. Le plan des républicains offre plutôt des chèques de 2 000 dollars à un plus petit groupe d'Américains, ceux qui gagnent moins de 40 000 dollars. La contre-proposition offre 100 dollars de moins que le plan de Biden sur le chômage. Ces chèques de 300 dollars s'étendraient jusqu'au mois de juin. L'offre des républicains ne propose pas d'offrir de l'argent au gouvernement des États ou des collectivités locales. Biden veut également augmenter le salaire minimum à 15 dollars et la proposition des républicains ne tient pas compte de cette partie. Les deux plans présentent également des similitudes. Ils prévoient tous deux une aide à la vaccination et certaines dispositions d'aide pour les petites entreprises. Les sénateurs du Parti républicain gardent l'espoir d'adopter un projet de loi d'allègement avec le soutien des deux partis. L'attachée de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que M. Biden voyait une voie à suivre qui ne dépendait pas du soutien des républicains. Rallier ces 10 républicains serait une victoire pour les démocrates qui pourraient faire voter le texte selon la procédure habituelle qui requiert 60 votes sur 100. Pourtant, l'administration Biden se prépare à une autre éventualité. En effet, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, ont ainsi annoncé avoir franchi un cap dans l'adoption d'une autre procédure permettant la majorité simple, qui permettrait aux démocrates de faire passer l'enveloppe, même en l'absence de soutien des républicains. En effet, il ne faut pas oublier qu'ils détiennent les majorités à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Bien qu'il y ait certaines critiques en réaction à la vague des décrets de Biden, il semble y avoir un partisan, le PDG de Facebook. À ce propos, une petite parenthèse. Vous pouvez retrouver ici un lien de la vidéo que j'avais faite sur Facebook intitulée « Facebook décrypté » qui reprend bien les dernières règles mises en place par Facebook et leurs conséquences. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue et je referme la parenthèse. Project Veritas a publié la vidéo d'une réunion interne de l'entreprise montrant le PDG de Facebook faisant l'éloge de la nouvelle administration. Dans la vidéo récemment divulguée, Mark Zuckerberg fait l'éloge de Biden, dont beaucoup ont inversé les actions précédentes de M. Trump. Il a dit, je cite, « Dès son premier jour, le président Biden a déjà publié un certain nombre de décrets sur des domaines qui nous tiennent à cœur en tant qu'entreprise. Des domaines comme l'immigration, la préservation de la DACA, la fin des restrictions sur les voyages en provenance des pays à majorité musulmane. » Il a également mentionné les actions de Biden sur le climat et la promotion de la justice et de l'équité raciale. Au cours de la même réunion, Nick Clegg, qui est vice-président chargé des affaires publiques du réseau social, a déclaré qu'il y avait eu beaucoup de réactions internationales contre la décision de Facebook de suspendre Trump de sa plateforme. Il a dit, je cite, « Idéalement, nous ne prendrions pas ces mesures de censure, nous les prendrions en conformité avec des règles et des principes convenus démocratiquement. Pour l'instant, ces règles, continue-t-il, démocratiques n'existent pas. Et nous devons encore prendre des décisions en temps réel. »
Le vice-président des droits civils de l'entreprise atteste que tous leurs produits tiennent compte, selon lui, des droits civils. Il ajoute « Je me demande si nous pouvons ou non utiliser les casques Oculus, qui sont des technologies virtuelles utilisées notamment pour les jeux vidéo et les divertissements, pour aider un policier blanc à comprendre ce qu'on ressent lorsqu'un jeune homme noir est arrêté, fouillé par la police. Je veux que chaque décision, continue-t-il, importante, soit prise dans l'optique des droits civils. » Dans une autre vidéo enregistrée en janvier, le vice-président de l'intégrité a décrit comment Facebook peut cibler des discours qu'il considère comme dangereux. Il a dit, je cite, « Nous avons un système qui est capable de geler les commentaires au cours de discussions dans les cas où notre système détecte qu'il y a peut-être un fil de discussion qui contient des propos haineux ou de la violence. Ce sont toutes des choses que nous avons construites au cours de ces 3 ou 4 dernières années dans le cadre de nos investissements dans l'espace d'intégrité. » Fin de citation. Facebook a engagé Roy Austin, un vétéran de l'administration Obama et membre de l'équipe de transition du président Joe Biden, comme vice-président des droits civils et avocat général adjoint de la Société des médias sociaux. Dans un communiqué, Austin a déclaré qu'il était enthousiaste à l'idée de rejoindre la société de technologie au milieu de ce qu'il a appelé un réveil national et mondial autour des droits civils. Il a ajouté que la technologie devrait être utilisée pour surmonter la discrimination et la haine historique auxquelles tant de groupes sous-représentés ont été confrontés plutôt que de les exacerber. Mais ces commentaires et ces réussites passées ont soulevé des questions liées aux préjugés politiques dans le domaine de la grande technologie à un moment où un certain nombre de médias sociaux ont été accusés de modérer inégalement le contenu des utilisateurs. Il est par ailleurs intéressant de noter qu'un certain nombre d'anciens décideurs de Facebook siègent actuellement ou ont conseillé l'administration Biden. Pendant ce temps, l'animateur conservateur Steven Crowder a annoncé qu'il poursuit Facebook pour concurrence déloyale, fraude, publicité mensongère et antitrust. Son avocat a déclaré sur la chaîne YouTube de Steven que le procès est déjà engagé, accusant Facebook de publicité mensongère, de violation à la législation antitrust, de concurrence déloyale et de fraude. Selon le site web de Crowder, leur objectif est de mettre fin aux actes déloyaux. Ils demandent pour cela des dommages et intérêts importants. Crowder dit dans le clip que son émission sur les élections du 3 novembre a été coupée et qu'aucune raison n'a été donnée. Selon son site web, ils sont prêts à aller aussi loin que nécessaire, même jusqu'au niveau de la Cour suprême. Il accuse Facebook de réduire la portée de leur page tout en favorisant les autres. La poursuite devrait être déposée devant la Cour du district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Suite à la violation du Capitole le 6 janvier, Facebook et d'autres grandes entreprises de technologie ont suspendu le président Trump et un certain nombre de ses partisans. L'administration de Trump avait demandé à plusieurs reprises au Congrès d'abroger la section 230, la loi fédérale qui protège les géants de la technologie contre toute responsabilité pour les contenus postés par les utilisateurs. M. Trump et son administration avaient souligné à plusieurs reprises les risques d'un contrôle déséquilibré du contenu des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux, en affirmant que de nombreuses entreprises de haute technologie adoptent un comportement qui limite les points de vue conservateurs et étouffe la liberté d'expression. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.